des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Je vous emmène aujourd'hui du côté d'Annecy, à la rencontre de Joséphine, kiné spécialisée en pelvipérinologie. Joséphine est une experte de la santé et du sport au féminin, et je vous propose de profiter de son expérience pour aborder le sujet tabou de l'incontinence à l'effort chez les sportives, que ce soit dans le crossfit ou dans l'haltérophilie. Bonjour Joséphine, je suis ravie de te recevoir sur le podcast pour aborder donc les sujets qui vont tourner un petit peu autour de l'intimité des femmes à nouveau, et plus précisément autour de la zone périnéale. Pour commencer, je te propose de te présenter. Alors bonjour à tous, bonjour à toi Cyrielle. Donc moi je suis kinésithérapeute, je suis diplômée depuis 5 ans et avant mon parcours de kiné, j'ai fait des études dans le milieu du sport, donc à un lycée section sport et j'ai entraîné au niveau régional aussi au basket. Et donc un peu comme tout le monde, je m'attendais pas du tout à faire cette spécialité dans mon milieu professionnel. Et en fait c'est un peu par le hasard des choses que j'étais amenée à me former en périnéologie et j'ai été complètement passionnée par ce milieu-ci. Au début, je travaillais plutôt sur les blessures, les spécificités des blessures des athlètes féminines, parce qu'il faut savoir au niveau des hormones, au niveau du renforcement, la musculation, on a quand même beaucoup de différences entre hommes et femmes. C'est pas tout à fait les mêmes pathologies. Et ensuite, au niveau du périnée, les premières formations, j'étais choquée presque qu'il y ait autant de personnes concernées par des pathologies, donc d'ordre de douleurs sexuelles, d'incontinence ou d'autres maux au niveau du périnée, qu'il y ait des choses à faire et qu'on ne soit pas au courant de tout ça. Donc c'est vraiment ce côté-là qui m'a stimulée à pousser mes formations, à me renseigner sur le sujet. Et depuis ce jour-là, donc depuis 4 ans maintenant, j'ai pas arrêté de me former pour toutes ces pathologies. Donc des formations des fois très spécifiques, des fois des formations assez empiriques sur les traditions qui reposent autour des soins des femmes et aussi des formations universitaires. Donc cette année avec un DU du sport et un DU de pelvipérinéologie pour déjà rejoindre ces deux milieux qui sont très différents malheureusement, où il n'y a pas beaucoup de communication entre les gynécologues et les professionnels du sport. Et donc l'idée, mon idée, vraiment mon objectif, c'est de réunir ces deux milieux et pour pouvoir apporter des solutions aux femmes sur le sujet. Bah écoute, moi je suis vraiment ravie, puisque comme je te disais, j'avais pu faire un petit sondage sur Instagram il y a quelques semaines pour essayer de voir à peu près la proportion des femmes qui pouvaient être touchées par ce genre de soucis, et surtout quels étaient les mouvements qui étaient à l'origine de ces petits pépins. Et un petit peu comme sur beaucoup d'autres sujets, je me suis confrontée à beaucoup de tabous. Et en général, les femmes qui répondent, elles sont très contentes de le faire, et elles me disent, c'est vrai que c'est l'occasion d'avoir de l'information, parce qu'on n'a pas forcément... on sait pas forcément où la chercher, on n'a pas forcément de facilité à en parler autour de nous dans les salles, puisque ça reste un petit peu l'avantage des réseaux sociaux, c'est que t'envoies un message en privé, tu sais que ce sera pas forcément visible. Donc c'est vachement cool de pouvoir aborder ouvertement le sujet. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu voilà, les généralités, on va dire, autour du périnée, revenir sur les bases anatomiques de toute cette région-là? Ok, alors pas de souci. Donc déjà, le périnée, c'est au niveau du bassin et c'est tous les muscles qui se situent entre notre pubis, donc l'os vraiment en bas du bassin à l'avant, et le coccyx et les deux ischions, les os pointus des fesses. Toute cette zone, il y a de nombreux muscles qui sont le périnée. Le périnée, souvent, donc c'est deux coupoles qui sont orientées vers le haut. Ça, c'est le périnée profond qui, dans le sport, va avoir objectif d'amortir les pressions, donc d'amortir la mobilité, notamment de la vessie, durant les impacts. Ensuite, on a un périnée plus superficiel, donc pour les femmes au niveau de la vulve notamment, qui vont avoir un rôle dans la sexualité et dans la continence. Et le périnée, il faut vraiment le voir comme en fait une enceinte qui appartient au ventre. Donc c'est le bas de notre ventre. À l'avant, il y a les abdominaux, en haut le diaphragme et en bas le dos, grosso modo. D'accord.
C'est intéressant de voir qu'il y a tous ces usages, on va dire, toutes ces fonctionnalités, puisque, en général, enfin, moi, en tout cas, quand on me dit périnée, je pensais surtout à tout ce qui se rapporte à la grossesse, et surtout d'ailleurs à de la rééducation, beaucoup plus qu'effectivement, qu'à ce côté, sexuel, qu'à ce côté, maintien des organes et cetera. Donc c'est intéressant de voir que ça a en réalité plusieurs fonctions. Complètement. Et pour les hommes, pour les femmes, en fait, moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est que le but ultime de nos abdos, de notre périnée, c'est justement de soutenir les viscères. Et le ventre, l'abdomen, on l'appelle aussi le caisson abdominal, ou en anglais le corps, le noyau, en fait, notre centre. Et ça, notre centre, nos viscères, on ne peut pas les comprimer complètement. Des fois, elles ont besoin de place. Donc la grossesse, c'est le plus bel exemple, parce que le bébé prend de la place dans l'utérus. Donc notre ventre doit faire de la place, que ce soit à travers le périnée, le diaphragme, les côtes, les abdos. Mais déjà tout au cours de notre vie, par exemple, quand on a des difficultés à digérer, notre estomac va prendre un peu plus de volume, on va être ballonné. Et donc déjà, toutes ces petites choses vont avoir un impact sur notre périnée. Donc c'est vraiment ce rôle de contenir, si tu veux, notre ventre qui est importante. Après, nos viscères, elles sont pas non plus complètement suspendues dans notre ventre, hein. C'est quelque chose quand même qui est suspendu par beaucoup de ligaments, donc quelque chose qui n'est pas fragile, qui est rigide, mais qui est quand même en suspension. Donc avec le temps, petit à petit, notre peau, par exemple, elle s'assouplit. On va avoir des rides, par exemple. Ou en fonction de notre nutrition, de comment on s'alimente, de notre masse graisseuse, on va avoir une peau qui va être plus ou moins tonique. Et le périnée, c'est un petit peu pareil. Ça contient beaucoup et énormément même de tissu conjonctif, à 80%. Et donc quand on va prendre de l'âge ou quand on est vraiment très fatigué, quand on a un déficit énergétique, notre périnée aura tendance à s'affaiblir. Et c'est aussi une cause d'incontinence, mais vraiment pas la seule. D'accord. Ah, je vais rebondir sur un truc que tu as dit juste avant. Donc, le périnée, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup en tant que femme, mais du coup, les hommes ont aussi un périnée. Complètement. Heureusement, les hommes D'accord. ont aussi un périnée. Alors après, ce qui est amusant, c'est que les hommes, ils le voient en fait, leur périnée. Parce que petits, déjà, eux, leur sexe est visible, donc ils peuvent s'amuser avec leur périnée. C'est assez amusant pour un petit garçon, il voit qu'il contracte, ça lève la verge. C'est un peu plus chez eux instinctif parce qu'ils ont ce feedback visuel que nous, les femmes, en fait, on n'a pas. C'est pour ça que souvent, les femmes entendent parler, entre guillemets, pour la première fois, maintenant on en parle un petit peu plus, mais du périnée pendant la grossesse. Parce qu'on n'a pas ce contact-là avec notre périnée. Et après, D'accord. les hommes sont un peu moins touchés par les incontinences. Alors pourquoi? C'est juste parce qu'ils ont un urètre beaucoup plus long. Donc ils ont plus de marge de manœuvre dans la gestion des impacts. Et aussi, donc ça c'est une autre grande question, c'est qu'en fait ils n'ont pas de vagin. Et nous, le vagin, il faut le voir comme c'est un vide, c'est comme un trou, et eux, ils n'ont pas de vagin. Et en fait, le problème, c'est que nous, on peut avoir des hernies, ce qu'on appelle la fameuse descente d'organes. Je déteste ce mot, mais bon, Ouais, oui, on c'est, en a parlé avec Alizé en parlant je grossesse. sais, j'ai entendu. Non, mais je sais. Non, mais c'est bien, c'est une image cash. Donc, ok. Mais les descentes d'organes, il faut pas non plus dramatiser la chose et en parler de manière très cash parce que sinon on en a peur et du coup on n'est pas sensible à ce qui se passe dans notre corps et on a cette image justement que du jour au lendemain nos viscères elles sont tombées ou que du jour au lendemain je me réveille ma vessie elle est dans ma culotte et ça c'est pas vrai. En fait c'est des hernies qui se produisent et des hernies comme au niveau de notre dos il y a quelques hernies traumatiques mais c'est pas la majeure partie des cas en tout cas qu'on rencontre dans les cabinets. Et en fait, souvent, les hernies, ça se fait avec le temps. Une hernie, c'est quoi? C'est quelque chose qui sort d'une enceinte. Donc, on peut avoir des hernies de l'abdomen. Par exemple, après une grossesse ou avec l'âge, on peut avoir un petit peu de graisse qui sort par la ligne blanche des abdominaux. Ça, c'est une hernie de l'abdomen avec la ligne blanche qui se déchire. On peut avoir une hernie au niveau de l'estomac. C'est l'estomac qui sort à travers le diaphragme et ça provoque des reflux gastriques. On peut avoir une hernie au niveau du dos. C'est le disque qui va avoir tendance à sortir et qui va comprimer le nerf. Et nous, les femmes, on peut aussi avoir des hernies de la vessie, de l'utérus ou du rectum. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est soit la vessie, le rectum ou l'utérus qui vont basculer à travers la paroi vaginale. Donc comme ça paraît un petit peu inquiétant, mais en fait, il y a 80% des femmes qui ont déjà une petite hernie de stade 1 de la vessie. Et ça, en soi, un stade 1, si ça impacte pas la qualité de vie des femmes,
c'est pas grave en soi, mais il faut juste savoir à peu près où on en est, si on a une sensibilité au niveau de la vessie, du rectum ou de l'utérus, pour pouvoir prendre soin de cette zone et aussi la renforcer, comme on renforcerait le dos, les abdos pour des pathologies lombaires, pour prévenir les risques. Et ça, en fait, dans le sport de haut niveau, à haute intensité, avec surtout un port de charge élevé, c'est une pathologie qu'on va régulièrement retrouver aussi. Donc, on peut appeler ça des descentes d'organes, donc c'est le mot commun. Au terme médical, ça va être des prolapsus, Mmh. ou on peut appeler ça aussi du coup des hernies. D'accord. Bah, écoute, merci pour cet éclairage parce qu'effectivement, on l'avait évoqué rapidement et on s'était arrêté justement sur le fait que c'était, effrayant Ouais, non mais et tout que à du coup, fait. c'était une bonne façon de sensibiliser les gens, enfin, en tout cas dans que le corps médical peut-être peut utiliser pour sensibiliser les femmes, pour vraiment leur je pense aussi leur dire voilà, faites vraiment bien votre éducation, prenez le temps, soyez raisonnable, etc. Parce que le risque, il est quand même présent et même si effectivement c'est pas pour toujours et que ça se soigne, bon, ça invite quand même à la vigilance. Tout à fait. Alors ça, c'est extrêmement vrai. Et mais en fait, voilà, il faut être vigilant, c'est vraiment ça. Il faut être sensible à cette zone, il faut pas en avoir peur. Il faut vraiment pas hésiter à prendre en compte les symptômes pour pouvoir prévenir. Et au niveau de tout ça, malheureusement, il faut essayer de consulter assez tôt parce que par contre, si on a un stade 3 ou 4, que ce soit au niveau de la vessie, de l'utérus, du rectum, c'est tard, c'est compliqué pour nous pour faire une rééducation fonctionnelle. Et dans ce cas-là, on va plus se diriger vers un traitement opératoire, chirurgical. Et dans tous les cas, aussi, la rééducation, c'est pas magique. Il faut le voir, faire la rééducation, c'est bien. En postpartum, et c'est bien. Si on a des symptômes, il faut faire la rééducation, c'est important. Parfois, la grossesse, ça se passe super bien. Parfois, il n'y a pas de symptômes, c'est OK. En fait, on a cette chance en France d'avoir une rééducation préventive qui est remboursée et prise en charge au moment de la grossesse et du postpartum. Mais ça peut être vraiment à tout moment de la vie. Si on a des symptômes, faut intervenir assez rapidement. Ok. Bah, écoute, comme d'habitude, j'ai fait mes petites recherches un petit peu sur le sujet. J'ai vu qu'on pouvait parler d'incontinence et j'ai vu qu'on parlait également d'incontinence à l'effort. Euh, Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et quand on parle d'incontinence, est-ce que ça touche forcément des femmes qui ont déjà eu des enfants ou est-ce qu'on peut avoir des petits soucis d'incontinence sans ça? Alors, l'incontinence, il y a plusieurs, en effet, sortes d'incontinence. Déjà, en première ligne, il y a l'incontinence urinaire et il y a aussi, c'est encore plus tabou, mais l'incontinence anale chez les sportifs. Alors peut-être un petit peu moins dans le crossfit, mais dans des sports comme le trail ou certains sports, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, soit de l'incontinence au gaz ou soit de l'incontinence au sel. Ensuite, au niveau de l'incontinence urinaire, il y a deux types d'incontinence, voire trois. Donc il y a l'incontinence urinaire d'effort et l'incontinence urinaire par urgence. Ce qui différencie les deux, c'est que l'incontinence urinaire d'effort, en fait, ça va être sur un impact, sur une toux, sur un éternuement, qu'on va avoir une petite fuite urinaire. Alors qu'une petite ou pas, ça dépend vraiment des cas. Et l'autre type d'incontinence, on ressent l'envie d'uriner, on ressent le besoin d'uriner, mais on n'a pas le temps d'aller jusqu'aux toilettes pour se retenir en fait. Et c'est à ce moment-là, dans ce cadre-là, qu'il y a une fuite. Donc, ce qui différencie les deux types d'incontinence, c'est l'envie d'uriner ou pas. Dans l'incontinence d'urgence, on va ressentir le besoin d'uriner, mais on n'a pas le temps d'aller jusqu'aux toilettes, on n'arrive pas à se retenir. Et dans l'incontinence urinaire d'effort, on ne ressent pas l'envie d'uriner, on fait notre sport et c'est là qu'il y a une fuite urinaire. Et certaines personnes sont atteintes par les deux types d'incontinence. D'accord. Donc c'est pas forcément non plus quelque chose qui touche les femmes uniquement après qu'elles aient été mamans. Ça peut être au final n'importe qui quoi. Je veux dire athlète ou pas d'ailleurs. Complètement, complètement. Alors après, pour les incontinences d'effort, urinaires d'effort, ça va toucher plutôt les athlètes parce que si tu veux, on prend moins de risques. C'est comme pour une entorse de cheville. Si on reste, je caricature énormément là, hein, mais si on reste dans notre canapé à rien faire, on a moins de chances de risque de se faire une entorse que quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui va courir.
et qui va chercher plus d'instabilité au niveau de la cheville. Donc c'est pareil pour l'incontinence urinaire d'effort. Après, ça peut toucher même des très jeunes filles, surtout des gymnastes ou des athlètes qui font du trampoline. Il y a presque 80% des jeunes athlètes qui n'ont jamais eu d'enfant qui ont de l'incontinence. Donc là, on est vraiment dans des statistiques, une épidémiologie qui concerne vraiment beaucoup de personnes. Par contre, dans les sports un peu moins contraignants, on va retrouver 30% à peu près d'incontinence urinaire à l'effort dans le cadre du sport. Et plus on augmente la charge d'entraînement, plus on augmente le poids, plus l'intensité est importante, plus il y a un risque d'incontinence. Mais en fait, c'est surtout que ça peut révéler une incontinence. Quand la femme va arrêter le sport, c'est pas sûrement que les incontinences vont diminuer. Donc ça, en soi, c'est pas du tout une raison pour pas la traiter, il faut absolument la traiter parce que ça impacte beaucoup la qualité de vie des femmes et la performance. Mais c'est pas la même chose qu'un problème statique comme on parlait tout à l'heure, donc plutôt de type hernie. Quand on va arrêter le sport, une hernie, elle sera toujours présente. La laxité, elle restera. Et j'ai vu également qu'il y avait des facteurs qui peuvent entraîner de l'incontinence. Donc, c'est pas automatique, mais en tout cas, visiblement, ça n'aide pas, comme le surpoids. J'ai vu plusieurs fois également la constipation. Donc, a priori, c'était un facteur également qui peut amener ce genre de problème. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a le surpoids, la constipation, mais c'est surtout les 2. Les 2 plus importants. Après, il y a une certaine part d'hérédité aussi, une certaine qualité des tissus, conjonctifs. On va retrouver aussi des déficits énergétiques, donc au contraire, des femmes qui vont avoir une, masse grasse qui vont être trop basses. Ça peut influer aussi sur la qualité des tissus. Mais ce qui est super intéressant, par contre, c'est au niveau du surpoids et de la constipation. Pour le coup, le sport serait plutôt favorisant. Parce qu'on sait qu'au niveau du sport, le rythme cardiaque va augmenter, la respiration va se faire dans une plus grande amplitude. Donc, on va diminuer un petit peu la constipation. Donc là, c'est très intéressant. Et au niveau du surpoids, c'est exactement pareil. Le sport va avoir un impact positif sur le poids. Donc le sport peut être également protecteur du périnée. Et ça, c'est super important, surtout pour toutes celles qui nous écoutent et qui font du sport santé. Donc si on fait du sport, pas dans un objectif de performance, mais de bien-être, et ben, le sport peut être très intéressant pour le périnée en fonction de notre dose d'entraînement et de notre progressivité dans l'entraînement. Hmm. Ok. J'ai vu également qu'il y avait des exercices qui étaient déconseillés. Alors j'ai noté par exemple celui qui est très connu pour que ça parle à tout le monde, c'est les crunchs, donc un exercice sur les abdominaux, qui est. Alors c'est pas la première fois hein, que je lis que voilà, c'est un petit peu. C'est pas un très bon allié, on va dire, des abdos finalement, puisqu'il y a énormément de compression également sur les organes. Donc même si bizarrement ça brûle dans les abdos, c'est un faux ami. Et a priori, il favoriserait justement l'apparition de fuites urinaires parce que la compression justement sur le périnée, elle serait mauvaise. Alors, on parle en effet beaucoup des crunchs. Et donc ça, c'est grâce à un docteur, le docteur Bernadette de Gasquet, qui est super et qui a fait un très très beau travail pour faire parler du périnée, pour faire parler les femmes, pour améliorer les conditions d'accouchement, les conditions pendant la grossesse. Donc elle a fait vraiment un très très beau travail. Et en effet, son livre qui a vraiment bien fonctionné, c'est Abdominaux, périnée, arrêtons le massacre et abdominaux, arrêtons le massacre. Et donc là où elle prenait pour exemple les crunchs. Donc le crunch, c'est un bel exemple pour faire comprendre que les abdominaux, c'est pas juste l'écran droit. Et on voit bien quand on fait des crunchs que la masse viscérale, elle sort vers l'avant, que ça bombe le ventre au lieu de rentrer le ventre. Et donc ça, c'était un exemple un petit peu choc pour montrer qu'il y a beaucoup de femmes qui font des abdominaux pour avoir le ventre plat et donc qui ont une masse de toute façon grasse trop importante pour qu'on voit leur grand droit et que ça n'a pas forcément du sens pour elles de faire des crunchs parce que ça va pas répondre à leur objectif d'effet ventre plat et que ce qu'elles veulent, elles, c'est pas chercher de la force, un gain de force en flexion ou d'explosivité. Elles veulent juste un ventre plat et que leur ventre soit beaucoup mieux tenu, leur viscère. Dans ce cas-là, ça n'a pas de sens de faire des crunchs. Donc c'était ça le fond de son discours. Et donc, par contre, les crunchs, il faut pas non plus les diaboliser en tant que tels.
Les crunchs, ils augmentent la pression dans l'abdomen, on le sait, parce que le ventre sort quand on fait des crunchs. Mais comme quand on se lève d'une chaise, quand on monte des escaliers, il y a beaucoup de choses dans la vie de tous les jours qu'il faut augmenter la pression dans l'abdomen. Et les crunchs, ça augmente la pression, mais pas plus que d'autres activités qu'on fait au quotidien. C'est juste que si on fait du sport bien-être, que si on fait du sport pour être bien dans notre corps de femme par rapport à un certain esthétique, par exemple, et ben, les crunchs, ça va pas être forcément l'exercice type pour aider. Et d'autant plus pour le périnée, il n'est pas protecteur. Donc, pour moi, et pour la communauté médicale et scientifique, je pense que je peux parler pour expliquer en tout cas un petit peu tout ça. Si on fait des crunchs, au moins le minimum, c'est de travailler autant le périnée et le transverse. Et le plus important des abdominaux, pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde, c'est le transverse. Je vais donner un petit exemple. Le transverse, c'est le ventre qui fait rentrer le ventre. Donc ça va être plus le muscle, c'est pas très glamour, hein, ce dont, dont on va parler aujourd'hui, mais quand on vomit, donc qui rentre le ventre très très fort pour venir sortir par la bouche de l'air, par exemple. Donc quand on tousse également, il faudrait que ce muscle-là soit mobilisé. Quand on va à la selle, à l'inverse, c'est pas les abdos qui poussent, c'est le diaphragme qui pousse vers le bas et qui fait sortir le ventre. Parfois, quand on fait des crunchs, les gens vont également les faire en apnée inspiratoire pour gagner en force et donc vont pousser en plus avec le diaphragme. Donc là, on va complètement pousser sur les viscères et sur le ventre. Donc forcément, la masse viscérale va se développer, va se décaler vers le périnée. Et donc, c'est pas très pertinent là. Je suis désolée, j'ai ri en cours de route. Je vais détendre l'atmosphère parce qu'effectivement, c'est pas très glamour, mais je pense que ce que tu viens d'expliquer, ça justifie tout à fait le fait, pour les coachs comme pour les adhérents qui font du sport depuis longtemps, il y a forcément, quand on fait des séries de crunch ou d'abdos, voilà, qui sont pas toujours très bien effectuées parce que le travail de respiration est pas top, il y a toujours quelqu'un qui pète. Mais et ça fait rire tout le monde, mais c'est tellement fréquent. C'est vrai que c'est tellement fréquent. Moi, j'ai des amis qui sont profs de fitness, qui font donc des fameux cours de cuisse abdos fessiers, qui sont très plébiscités. Et effectivement, voilà, il se passe pas une semaine sans que ça arrive. Donc ça va, il vaut mieux en rire. Mais effectivement, du coup, au moins, on comprend mieux le phénomène de l'intérieur, quoi, on va Voilà. dire. Non, mais c'est exactement ça. Et donc voilà, c'est juste, il faut savoir pourquoi on fait du sport. Après, à visée de performance, si quelqu'un a besoin de force explosive en flexion du tronc, bah, ça va être cohérent de faire des crunchs. Mais pour la plupart des athlètes, on ne sait pas trop pourquoi, en fait, on fait autant de crunchs. Parce qu'en fait, c'est superficiel. Les tablettes, on les voit partout sur les images, les tablettes de chocolat, sur des photos, sur des visuels. Mais souvent, les femmes, c'est pas spécialement déjà cette esthétique-là qu'elles cherchent. Beaucoup vont être très intéressés par les obliques, par l'effet ventre plat dans le bas du ventre. Et ça, c'est pas les grands droits. Et on a également des travails beaucoup plus intéressants et fonctionnels des abdos, de core training, donc de stabilisation de notre tronc, qui vont être au milieu performance 3 fois plus intéressants au niveau esthétique et au niveau fonctionnel. Donc c'est vraiment de repenser le travail des abdominaux pour avoir un travail complet pour tous les coachs avec un engagement du périnée, mais qui se fait souvent de manière hyper automatique. Le périnée et le transverse vont s'engager. Donc en fait, on va le voir avec le bas du ventre sous l'ombilic qui va venir se rentrer. Par exemple, tout simplement, si on se tient très très droit, on rentre le menton et on met le poids du corps sur les orteils. Vous pouvez tous le faire là. Et bien juste ça, notre périnée et notre transverse va venir s'engager. Et après, on peut chercher plein de déstabilisations. Ça, c'est la base déjà des gainages planches. Venir contre-pesanteur, venir respirer dans nos exercices. Puis après, on peut les placer sur des feintes, sur des squats. Enfin, vraiment, les abdos, c'est le plus amusant à travailler. Et il y a 1 million d'exercices pour faire les abdos sans chercher une hyperpression abdominale. Donc, sans que le ventre, le bas du ventre, surtout sous l'ombilic, sorte en avant. Oui, c'est bien connu qu'il vaut mieux effectivement favoriser des exercices voilà, très classiques qui sont transverses à beaucoup de sports sur le gainage, beaucoup plus que les exercices effectivement de compression. Et moi, je l'observe aussi, il y a beaucoup d'exercices qui, à tort, sollicitent beaucoup plus au final les psoas que les abdominaux, mais sont utilisés vraiment à viser travail abdominal pourtant. Complètement.
complètement. Et c'était la base d'ailleurs aussi de Abdos, arrêtons le massacre. Et le gros problème en plus, c'est que donc ça dépend de nos métiers, hein, mais beaucoup d'entre nous sont assis la journée au travail, donc déjà avec des psoas très raccourcis, souvent avec les lombaires déjà en flexion, le bas du dos arrondi, et que à la salle de sport, ils vont travailler encore dans cette posture-là. Et c'est pas très cohérent, parce que si on fait du sport souvent quand on a envie de bouger après un travail très statique et une posture assise prolongée, c'est plutôt pour chercher l'ouverture et pour chercher à faire travailler des muscles qui travaillent pas dans notre quotidien et pour venir au contraire ouvrir les muscles qui sont refermés toute la journée. Bah, t'as dit ça, je me suis redressée justement. Ça y est. J'ai été un peu relâchée. Alors, dans mes petites recherches, j'ai classé également les mouvements selon deux catégories. Donc, j'ai identifié des sports à contrainte périnéale forte, à composante isométrique dominante. Donc, voilà, pour vulgariser, ça va être plutôt tout ce qui est mouvement d'haltérophilie. Puisque quand j'ai fait mon petit sondage, j'avais demandé également quels étaient les exercices qui pouvaient poser problème. En général, il y avait ceux de la famille des mouvements haltéro, du clean, beaucoup de squats. En règle générale, c'était plutôt dû soit au fait, si je fais simple, de pousser très fort, et au-delà d'un certain angle, ça peut déclencher une petite fuite, ou parfois d'avoir un très gros tirage, donc une barre qui monte un petit peu plus haut, puis qui après vient s'écraser sur les clavicules ou autre, qui fait qu'en position de réception, on est un petit peu comme percuté, et donc du coup, c'est pareil, ça donne lieu à une petite fuite. Et deuxième famille, j'avais identifié donc des contraintes périnéales fortes à composante dynamique cette fois. Donc là, c'est plutôt les sauts. Donc tu parlais tout à l'heure de trampoline, mais voilà, par exemple en CrossFit, ça va s'illustrer surtout par de la corde à sauter, du running, des box jump, et d'autant plus sur la corde à sauter, puisque comme en général on fait des double under, donc 2 tours de corde plutôt qu'un, bon bah l'impact il est encore beaucoup plus fort que sur de la corde à sauter classique. Euh, du coup, est-ce que c'est deux types d'incontinence un peu différentes, puisque la cause a pas l'air d'être la même? Et est-ce que le traitement est le même, puisqu'au final, ça resterait il faut voir le problème dans un ensemble. Alors, très bonne question. Alors, Merci. avec plaisir. Non, pour toute la composante, du coup, plus statique en port de charge, en fait, le même traitement, non. Déjà, c'est jamais le même traitement, globalement. Ça va être vraiment on a des bases, on a des protocoles, mais il va falloir toujours adapter à la femme en fonction de nous. Et ça dépend d'un algorithme qui va dépendre de plusieurs paramètres de notre bilan tout le temps. Après, chez les sportives, en plus, surtout chez les athlètes, donc qui pratiquent à haute intensité ou à haute fréquence le sport, va y avoir même des incontinences juste sur certains mouvements. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir qu'on comprenne pourquoi, sur ce mouvement-là uniquement, il y a une incontinence qui est détectée. Donc ça va être vraiment un thérapeute spécialisé qui va pouvoir, avec son expertise, définir pourquoi. Donc là, après, il y a deux grandes catégories. Donc les mouvements avec port de charge, notamment les squats et donc les tirages que tu mettais en avant. Au niveau des squats, ce qu'on va retrouver, c'est que souvent les personnes, quand on remonte sur un squat, si on est trop chargé, si on manque un petit peu de force ou de puissance, ou si la charge est un petit peu haute par rapport à ce que notre corps peut encaisser au moment T, et ben en fait, on va venir déjà remonter à l'inspiration, en général, et sur une apnée, pour venir augmenter notre caisson abdominale, la pression, et pour prendre cette énergie-là pour remonter. Là, on va avoir une augmentation hyper impressionnante de la pression dans notre ventre qui va permettre de dépasser nos limites en termes de musculation, mais pour le coup qui va avoir des répercussions sur la vessie. Et c'est là où on peut avoir une incontinence quand on remonte. Au niveau du squat, dans le mouvement fonctionnel, surtout quand on fait des full squats, le périnée va être étiré parce que nos fémurs partent en rotation interne. Et donc du coup, là, au moment de remonter, il va falloir aller chercher l'énergie jusque dans le périnée et pas uniquement au niveau du diaphragme. Donc chercher sur remonter sur ce mouvement-là, sur une contraction périnéale et une expiration, c'est hyper intéressant. Et ça va être vraiment en tant au niveau que performance sportive, qualité du geste technique, que au niveau fonctionnel, donc diminuer et réduire et qu'il n'y ait plus du tout d'incontinence, ça va être hyper intéressant. Alors après, ça, c'est quelque chose d'hyper difficile parce que déjà, pour beaucoup d'athlètes, c'est difficile de sentir notre périnée.
Donc le contracter sur un mouvement très chargé avec une force explosive, ça va être compliqué. Donc ça s'apprend. Il faut vraiment réautomatiser déjà notre gestuelle pour pouvoir que ce périnée, sinon il s'engage tout seul. Et pour qu'il s'engage tout seul, ça va être vraiment réussir déjà à faire tous nos mouvements explosifs. Et ça, c'est hyper important à l'expiration. Parce qu'à notre expiration, le périnée, c'est un muscle qui est symétrique au diaphragme et qui va tout le temps s'engager avec la respiration. Et quand j'expire, en fait, le diaphragme va remonter, donc il y aura plus de place dans mon ventre, la pression dans l'abdomen, elle va être moins importante et mon périnée va s'engager pour remonter. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et il faut le sentir sur vous, il faut pas hésiter à demander à des professionnels, à des coachs, à des kinésithérapeutes spécialisés et à des sages-femmes de venir vous faire ressentir ces choses-là qui sont vraiment importantes. Voilà. Et parce que le périnée à contracter au début en tant que sportive, il faut tout de suite se dire: «Vous êtes tellement musclé, le quadriceps il soulève tellement, les fessiers tellement, que le périnée, le transverse au début, vous allez avoir l'impression de pas travailler du tout». Parce que souvent c'est des muscles qui sont moins entraînés, qui ont été oubliés et donc du coup la différence de niveau entre vos muscles plus, puissants, explosifs, qui ont des fibres de type 2, le périnée, il a très, très peu de fibres de type 2, de fibres explosifs. Du coup, vous allez pas avoir l'impression de bien contracter. Enfin, c'est possible que vous ayez pas l'impression de contracter le bon muscle, et cetera. C'est un peu comme si on vous demande de bouger le petit doigt de pied. Moi, j'aime bien cet exemple. On n'est pas trop sûr qu'il bouge. Déjà, faut regarder avec les yeux, être sûr qu'il bouge bien et demander énormément de concentration. Si je demande de lever le petit doigt de pied sur un squat, c'est c'est du délire. Et ben, le périnée, c'est pareil au début. Si on n'a pas cette connexion au niveau du cerveau avec notre périnée, ça va nous demander beaucoup trop de concentration de venir le contracter sur des mouvements fonctionnels. Donc il faut vraiment pas hésiter au début, juste à se mettre en squat, pas du tout chargé déjà, et à venir essayer de contracter notre périnée dans cette position-là, quand on est au calme, à la maison, vraiment en dehors de l'entraînement. Et déjà, cette connexion à cette zone de notre corps va faire que le cerveau aura vraiment, il aura une place dans notre schéma moteur et donc le périnée va pouvoir s'engager sur des mouvements plus fonctionnels. Et ça vraiment c'est hyper important le plus jeune possible et surtout dans l'idéal quand tout va bien, de venir sentir comment fonctionne cette zone de notre corps. Voilà. Et le tirage, quand le mouvement ou donc la barre elle arrive sur les clavicules, là c'est vraiment la base du gainage. Le gainage, ça va être qu'on va chercher à stabiliser notre tronc pour, avoir un point fixe pour pouvoir après élever la barre, par exemple. Et donc le gainage, ça va être cette activation du périnée, du transverse et du diaphragme pour que notre tronc, il soit stable. Le core training, là, c'est un exemple parfait. Et donc dans certains mouvements, on va pas, avoir l'engagement musculaire assez tôt. Des fois, c'est une histoire de timing, donc on va pas être assez stable au moment où la barre arrive et on peut avoir là des symptômes d'incontinence. C'est plus un facteur peut-être d'ajustement postural comme on dit, donc un petit retard à l'activation qui peut déclencher ce type de fuite-là. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'au départ du squat. Voilà. Et donc là, on va déjà vers du un peu plus dynamique avec ce mouvement-là. Et ensuite, on va aller vers du carrément dynamique au niveau donc déjà dans l'ordre des box jump, du running, puis de la corde à sauter. Et là, c'est encore une autre composante du périnée qui va être plutôt une composante d'amortisseur du périnée. C'est-à-dire, moi, pour vraiment que tout le monde comprenne, il faut imaginer comme si on faisait du sport sans soutien-gorge. On va imaginer, même pour les femmes qui ont plus de poitrine, où il y a certains mouvements qui vont être désagréables sans soutien-gorge parce que la poitrine, les tissus sont pas adaptés à de tels impacts. Et on va avoir une certaine mobilité qui va pas être facile à gérer si nos tissus sont pas adaptés. Pour tous les sports d'impact, au niveau du périnée, c'est la même chose. Comme il y a beaucoup de tissus conjonctifs, déjà notre tissu va s'adapter à ce qu'on lui propose. Donc si on est progressif, si on va venir courir très progressivement jusqu'à courir à un très bon niveau, notre corps aura eu le temps de s'adapter, de former un tissu de qualité pour pouvoir limiter cette mobilité viscérale. Le problème qu'on retrouve avec la corde à sauter et dans le crossfit, notamment les doubles sauts, c'est que souvent c'est pas du tout, progressif. Du jour au lendemain, on va
essayer, peut-être pas du jour au lendemain, mais de faire de la corde à sauter sur 2 minutes peut-être, avec en plus des doubles sauts. Donc pour le cerveau, venir stabiliser et avoir une bonne technique sur ces mouvements-là, souvent c'est pas tout à fait évident et donc ça va être très difficile à gérer pour notre périnée parce que c'est des mouvements qui sont très cardio, donc le diaphragme travaille énormément, on est essoufflé et on va avoir du mal à prévoir le moment d'impact au sol. C'est un mouvement qui demande aussi énormément de coordination. Donc pour le périnée, c'est vraiment pour moi le mouvement le plus complexe. C'est pour ça que beaucoup de personnes se plaignent de fuite lors de ces mouvements-ci. Et surtout que la corde à sauter, on l'a pu voir par exemple pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à faire de la corde à sauter. Mais je pense qu'il n'y a pas tant de personnes. Alors peut-être dans le CrossFit à très haut niveau, à haut niveau, comme toi, tu pourras me confirmer. Peut-être il y a des athlètes qui font de la corde à sauter très régulièrement et pendant plusieurs années, avec un entraînement vraiment très progressif. Mais je suis pas sûre que ce soit toujours le cas. Et en tout cas, pour l'adaptation des tissus, c'est très important d'être progressif, surtout si vous débutez le CrossFit pour ces mouvements-là qui sont très contraignants pour le périnée. Mmh. Bah, le souci dans la pédagogie, dans l'apprentissage de ça, c'est un petit peu, réducteur peut-être, mais c'est qu'on se dit: «Bon, j'ai envie d'apprendre à faire les double unders», Mhm. donc on se met à se dire: «Voilà, tous les 2 jours à l'entraînement, je vais faire 10 minutes avant ou après l'entraînement». Mais effectivement, on peut ne pas avoir fait de corde à sauter de toute sa vie et essayer de faire ses premiers double unders, je sais pas, à 30 ans et faire 3 mois hyper intensifs là-dessus et effectivement, bon là, du coup, le périnée était pas préparé. Ça, c'est clair, ça doit arriver, très régulièrement. Mhm. Et voilà, et ça, je pense que c'est hyper important, et même dans l'échange thérapeute-coach avec vous ou athlète, de ce mouvement, je pense qu'il est hyper intéressant pour tout un tas de raisons. Mais je pense qu'au niveau de la technique et de l'apprentissage, il faut vraiment, voilà, c'est quelque chose qui s'apprend et donc il faut prendre le temps de l'apprendre pour le réaliser avec une bonne technique et c'est pas un mouvement qui est, réalisable par tout le monde, quoi, à mon Mmh. à mon avis. Bah, en plus, tu vois, ça rentre, typiquement, je trouve, dans les sujets où, il y a beaucoup quand même de coachs, hommes dans le CrossFit, ce qui est pas, une mauvaise chose en soi, mais c'est des sujets tellement féminins que, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui savent même pas que c'est un problème si fréquent chez les femmes et à quel point cette progressivité est importante. Donc ils en ont juste pas conscience, quoi. Tout à fait. Alors ça, c'est une certitude et voilà, j'espère que ça va changer. J'espère qu'on va réussir à parler, de ces problématiques et en fait, moi, mon plus grand souhait, c'est juste que ce soit vu comme un symptôme, que ce soit pas du tout jugé, qu'il y ait pas de problématique là-dessus, mais que ce soit pris en compte et que on diabolise pas la chose, en fait, que ce soit comme une entorse de cheville peut-être et ben si on se fait une entorse de cheville, si on a mal quand on fait de la corde à sauter, à quel moment on va continuer pendant 3 mois sans traiter la cheville et sans être progressif dans l'entraînement? Et la problématique au niveau de l'incontinence urinaire d'effort, c'est qu'on va jamais dire: «Ah, là j'ai eu une fuite, donc je vais repartir un petit peu en arrière, je vais baisser un tout petit peu mon rythme ou mon intensité et je vais réaugmenter tout progressivement pour que mon corps soit assez fort pour ces mouvements-là et s'adapte à ces mouvements-là. Et en vrai, le périnée, c'est pas plus compliqué en soi qu'une entorse. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'on voit pas les choses et qu'il y a beaucoup de tabous. Mais c'est ça qui rend, pour les coachs, en tout cas, s'il y en a qui écoutent, qui rend la chose hyper passionnante. Et on s'en lasse jamais parce que comme c'est un problème qui est caché, intellectuellement, ça demande une analyse, une expertise qui est juste géniale. Et en fait, ça touche au plus profond de la vie, souvent, enfin en tout cas des femmes, à l'intimité, des femmes, des hommes, des couples, hein, parce qu'on est tous ensemble. Et c'est ça qui rend quand on arrive à aborder ce sujet, mais sans le crier, juste avec subtilité, ça devient vraiment très intéressant et souvent les gens, ils sont très très reconnaissants. Donc j'ai une dernière question du coup sur ça, avant d'arriver un petit peu plus dans la partie, plus, voilà, on va dire, traitement, renforcement et cetera, tous les protocoles qu'on peut mettre en place. J'ai des gens également qui m'ont remonté, qui pouvaient avoir des soucis d'incontinence, ou autre pendant leur relation sexuelle. En gros, quel est l'utilité, je dirais, du périnée dans l'intimité
Et est-ce que c'est enfin, comment ça se fait qu'on peut avoir ce genre de fuite? Donc là, hors sport, c'était des sportives, hein, donc il faut prendre en compte le fait que ce soit, des gens qui ont ce genre d'incontinence et qui font du sport en parallèle et j'imagine que les choses sont peut-être liées. En gros, à quoi sert le périnée et comment ça se fait qu'on peut avoir ce genre de désagrément? Ok, alors hyper intéressant, c'est top aussi. C'est non, vraiment, c'est bien parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est un symptôme qui est aussi fréquent. On a moins de données au niveau des chiffres parce qu'on en parle encore moins. Mais en fait, au niveau du sport, généralement, les femmes qui ont des incontinences urinaires d'effort, c'est le col de la vessie. En fait, comme la vessie, elle va être mobile durant les impacts, et bah, force si elle est... En fait, le périnée va se contracter, le périnée a visé d'amortisseur pour retenir la mobilité de la vessie. Et si jamais sur des impacts, ce périnée ne vient pas suffisamment s'engager, la vessie va être un petit peu plus mobile, ça va venir tirer sur le col de la vessie. C'est ça qui fait que le col va s'ouvrir, en fait, et ce qui va provoquer une incontinence dans le cadre du sport. Et donc, petit à petit, si on continue à faire du sport sur ces incontinences-là et sur cette mobilité du col, avec une mobilité trop grande de la vessie, et ben en fait, le col, il va avoir lui aussi plus de mobilité. Et il va venir avoir un petit peu plus de laxité. Et pendant les rapports, c'est que souvent, quand on a une hypermobilité du col de la vessie, qu'on peut avoir une incontinence. Donc voilà, ça c'est vraiment une particularité qui est assez spécifique aussi quand même au cadre du sport, mais qui est très importante à prendre en charge et on a des réponses à ces traitements-là aussi en cabinet. Donc faut pas hésiter à venir consulter dans ces cadres-là. Et aussi le périnée, il va jouer un rôle dans la sexualité. Donc déjà pour le rôle de plaisir, on a le périnée antérieur qui est vraiment à l'entrée du vagin. Donc il va y avoir deux muscles qui vont venir déjà stimuler un petit peu la lubrification et l'érection du clitoris. Donc ça, ce premier périnée, il va avoir un rôle dans le plaisir féminin. Ensuite, le périnée postérieur, il va aussi permettre d'avoir une certaine tonicité au niveau vaginal. Donc attention, hein. Et aussi, le but, c'est pas d'avoir le périnée le plus fort possible, le plus tonique possible. C'est pas l'objectif dans une visée, en tout cas, de plaisir lors des rapports, c'est d'avoir un périnée mobile. Mais à l'orgasme, en tout cas, on va avoir des contractions réflexes du périnée. Et donc, il s'engage aussi lors de l'orgasme, dans la phase de plateau. Bon, sont même, je sors un petit peu du cadre, mais du coup, ce sont peut-être même des réflexions un petit peu à avoir, puisque du coup, ça voudrait dire que, pour les femmes et d'autant plus pour les sportifs qui ont la chance d'avoir peut-être un périnée déjà tonique, pour essayer d'atteindre le plaisir, de réussir à jouer sur peut-être les contractions de ces muscles-là, Tout à au fait, final. tout à fait. Et déjà, ça peut être un premier entraînement en prévention avec son périnée, dans l'explorer dans la sexualité, ça peut être tout à fait intéressant. Et alors aussi, chez les sportifs, on peut avoir des anorgasmies avec un périnée qui a peu de mobilité. En fait, le périnée, c'est vraiment comme tous les muscles du corps. Et on peut aussi très bien avoir un périnée qui est raide, comme des ischio-jambiers par exemple, qui peuvent être raides sûrement chez certaines personnes qui font du crossfit, comme chez plein d'autres personnes. Et ben, le périnée, il peut aussi être raide, c'est-à-dire avoir peu de mobilité. Du coup, on ne va pas forcément ressentir les contractions réflexes qui se produisent lors de l'orgasme. Donc, venir encore une fois prendre conscience de cette zone, prendre conscience de la mobilité de cette zone va être hyper intéressant dans une visée justement d'augmenter le plaisir ou de renforcement ou de continence. Ben, encore un sujet, passionnant à explorer pour le coup, puis encore une fois, effectivement, des choses dont on parle trop peu puisque tout ce qui est sexualisé, c'est toujours un petit peu touchy, c'est très intime, on n'a pas forcément envie d'en parler, on se dit qu'en plus si on en parle, ce sera tout de suite sale alors que pas du tout, au contraire, il y a beaucoup de compétences qui sont perdues parce qu'on n'en parle pas. Donc là, je repasse un petit peu plus sur les petits soucis d'incontinence. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme protocole, en gros? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour essayer de donc peut-être pas dans un premier temps de corriger le problème, parce que j'imagine que ça, comme tu le disais tout à l'heure, c'est du cas par cas, il y a un algorithme et cetera. Mais est-ce que je peux faire de la prévention, moi de mon côté? Et si oui, comment? Bien sûr. Alors bien sûr qu'on peut faire de la prévention et il faut en faire si vous avez envie. Après, vous forcez pas, mais on peut faire de la prévention. Il faudra en faire. Alors comment?
Déjà, il faut pas rater les bases avec le périnée parce que comme c'est un muscle, une zone dont on parle peu encore, en tout cas peu concrètement, il y a beaucoup de personnes et c'est OK, c'est normal, il y a pas de souci, mais qui ont des difficultés au début à contracter leur périnée. Donc la toute première prévention, ce serait déjà de venir essayer de sentir votre périnée. Qu'est-ce que c'est ces muscles? Donc là, concrètement, il y a plusieurs solutions. Soit s'accroupir au-dessus d'un petit miroir, venir contracter, essayer en tout cas de contracter le périnée, c'est-à-dire en fait vraiment venir serrer l'anus. C'est le muscle le plus fort dans le périnée et il va venir contracter tous les autres muscles. Donc déjà, venir serrer l'anus, on va venir voir au miroir l'anus qui se referme. Et là, vous êtes sûr que vous êtes sur votre périnée si vous avez le feedback visuel et c'est OK. Après, vous pouvez aussi, pourquoi pas, même palper au niveau vaginal avec le pouce, venir mettre un doigt en postérieur, donc en direction du coccyx, et venir contracter le périnée. Si vous contractez votre périnée, le doigt va légèrement se relever. Et donc ça, vous pouvez aussi venir palper pour sentir, ok, c'est bien mon périnée ou pas. Parce que des fois, en tout cas, quand on veut contracter le périnée comme un muscle qu'on a l'habitude de contracter, on va venir compenser. Donc on va venir serrer même les sourcils, le ventre, les adducteurs, tous les muscles possibles, mais toujours pas le périnée. Donc ça, au niveau en tout cas proprioceptif, au niveau préventif, c'est pas le plus intéressant. Dans un premier temps, il faut venir se connecter à ce muscle, vérifier que c'est le bon muscle qui travaille. Donc ça, c'est la toute première étape. Ensuite, ce qui va être intéressant en prévention, c'est de venir travailler le périnée et le transverse. Donc, engager le périnée, puis venir souffler en rentrant le ventre et garder la contraction le long de l'expiration, sans bouger du tout, ni le dos, ni les fesses, rien du tout. Juste au début, pareil, se connecter à ce transverse. Donc, l'idée, moi, ce que j'aime bien, c'est venir surtout pour des personnes qui font beaucoup de sport, s'allonger sur le côté et déjà venir relâcher son ventre. C'est pas tant que ça évident au début parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le relâcher. Et encore une fois, c'est une zone du corps qui doit être quand même assez mobile. Donc juste on relâche et là on vient contracter le périnée, souffler, rentrer le ventre au maximum jusqu'à ce qu'on ait plus d'air. Et on va ressentir des tout petits tremblements au niveau abdominal et c'est ces tremblements-là auxquels il faut se connecter. Voilà, donc ça c'est la base, juste je viens déjà sentir mon périnée, mon transverse, qu'est-ce que c'est? Et plus on va le faire régulièrement au début, plus le lien avec le cerveau va se faire au niveau du schéma moteur, plus après on pourra l'intégrer dans des exercices beaucoup plus complexes, comme déjà le gainage. Le gainage, je vous conseille, pour celles qui en font, de toujours faire avec le périnée et la respiration. De venir vraiment se grandir sur un gainage, tirer les talons, rentrer le menton, tirer la base de la tête, et là venir contracter le périnée, souffler, rentrer le ventre durant 8 secondes, puis inspirer pendant la planche. Ça, c'est super intéressant déjà, et vous allez voir que ça travaille 3 fois plus qu'une planche qui est un petit peu plus statique. Donc voilà déjà en prévention, deux, trois petites choses assez simples qui peuvent être mises en place. Après, dans les protocoles de renforcement, c'est comme chacun des muscles, donc les sportifs connaissent très bien. Il va y avoir des fibres explosives, donc des fibres rapides. L'idée, ça va être de réussir à venir déjà dans un premier temps contracter très rapidement, puis relâcher rapidement et être capable d'enchaîner les contractions, peut-être 10, avec la même amplitude de contraction. Puis après, peut-être venir contracter notre périnée et le maintenir pendant 10 à 15 secondes. Puis au relâchement, observer si on a bien le même relâchement pour travailler les fibres un petit peu plus endurantes du périnée. Ça, c'est voilà les petites choses déjà classiques. Ensuite, il me semble, tu dis si je me trompe, mais je crois qu'en haltérophilie notamment, il y en a de nombreuses personnes qui pratiquent le stomach vacuum. Donc là, ça va être aussi un exercice intéressant pour prévenir un petit peu les sensations de pesanteur, comme on a parlé tout à l'heure, donc de petites hernies au niveau du petit bassin. Et ça, c'est hyper intéressant à faire après votre entraînement. Parce qu'avec les sauts, avec les impacts, comme on a dit, on va beaucoup travailler notre diaphragme. Et grâce au stomach vacuum, on va pouvoir inverser les pressions. Et au contraire, venir abaisser la pression dans l'abdomen. On va se sentir beaucoup plus léger au niveau du petit bassin et ça, ce serait presque un rituel à venir faire après l'entraînement. Donc ça, c'est hyper intéressant et tac, tac, tac. Je pense qu'on peut peut-être, excuse-moi, hein, je te coupe en cours de route, réexpliquer un petit peu ce que c'est globalement le stomach vacuum. En gros, c'est
Je sais pas comment dire, moi je visualise plutôt l'exercice dans sa pratique. Donc c'est ça, hein, c'est plutôt en général, on s'allonge, au sol, on replie les genoux, en gardant les pieds à plat, on maintient les bras, le long du corps, et puis il y a tout un exercice de respiration qui en découle. Mais je pense que tu expliquerais peut-être mieux que moi. OK. Alors sans souci. Alors pour l'apprendre, le stomach vacuum, on peut commencer allongé sur le dos, en effet. Après, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le faire, dans différentes postures, avec plus ou moins d'engagement musculaire. Mais donc déjà venir allonger sur le dos, pourquoi pas, pour commencer à venir sentir. Et c'est juste dans un premier temps venir souffler, vider tout l'air de notre ventre, souffler à fond, puis venir se mettre en apnée. Donc fermer, la gorge, fermer la glotte, fermer le nez, donc ne pas respirer par le nez, puis là venir ouvrir les côtes basses très, très fortement. Ça permet en fait, ça va faire comme une fausse inspiration, comme si on inspirait, donc comme quand on aspire de l'air dans une paille, en ouvrant le thorax de manière assez importante, mais sans prendre de l'air. Et du coup, là, on a une contraction réflexe du transverse, les côtes qui s'ouvrent avec le diaphragme qui va s'étirer, en fait, tout le petit bassin qui va être aspiré vers le haut. Et en fait, c'est la seule manière de venir soi-même masser un petit peu et travailler en amplitude le périnée. Donc là, on n'est pas sur du renforcement du périnée, mais on va compenser l'augmentation des pressions qu'on a eues dans le sport. On va réduire la pression dans l'enceinte abdominale, travailler l'amplitude du diaphragme et venir mobiliser le périnée de l'intérieur. Et donc ça, c'est top. Et après, par contre, il existe, et pour toutes les sportifs, je vous recommande, en postpartum notamment, pour le coup, après la grossesse, par exemple, comme la gymnastique abdominale hypopressive, donc qui a été au point par le docteur Marcel Coffrier. Et donc là, c'est toute une gymnastique basée sur le stomach vacuum et qui va venir travailler les abdominaux profonds, les petits obliques, dans un enchaînement très global et complexe. Mais c'est une gym hyper rigoureuse et hyper intéressante, qui est peu pratiquée en France, beaucoup plus en Espagne, mais qui est hyper intéressante. Voilà. Et sinon, faut pas hésiter, j'ai quelques vidéos sur le sujet pour OK, visualiser bah, un petit peu. ouais, bah, super. De toute façon, je vais remettre tout ça en copie. C'est toujours intéressant, s'il y a des gens qui veulent, s'intéresser particulièrement à ça, puisque les exercices de respiration, effectivement, en haltérophilie, ils sont assez intéressants. En général, on apprend toujours à bien placer ses pieds. On parle un peu de l'axe des genoux, de la posture au niveau du dos, et très peu de la respiration. Et en général, on se rend compte que quand on respire pas forcément très bien, on commence à rater des barres, alors que d'un point de vue mobilité, d'un point de vue placement, tout est OK. Moi, je sais qu'au début, quand j'en ai discuté avec un kiné, il m'avait dit que j'avais une respiration inversée. Mhm. C'est-à-dire que, je vais essayer d'être claire, s'il me disait d'inspirer, Mhm. donc j'inspirais, j'avais la sensation d'inspirer et je gonflais le ventre. Donc en fait, c'était voilà l'inverse de ce qu'il fallait faire, et pourtant ça me paraissait très naturel. Et du coup, j'ai dû faire un effort de concentration sur des barres légères, puisque je faisais pas les exercices. Voilà, quand j'arrivais au-delà d'un certain pourcentage de charge, il faut le faire des barres à vide, Mhm. et ça prend un petit peu de temps, parce que du coup, quand c'est pas automatique, c'est un vrai travail. Tout à fait. Alors, je pense que c'était l'inverse, qu'il a voulu te faire redescendre en respiration abdominale, mais c'est pas grave du tout, mais c'est hyper intéressant parce que souvent on se dit je sais pas respirer, je respire à l'envers, etc. Voilà, déjà, bon là-dessus, c'est hyper intéressant comme dynamique d'entraînement, et vraiment tous les sportifs, je pense que et c'est sûr, dans beaucoup de sportifs de haut niveau font du travail respiratoire. Et pour rassurer aussi toutes les personnes qui pratiquent du sport, la première fois que moi j'ai pratiqué, j'ai vu pratiquer le travail du transverse et du périnée, c'était avec des joueurs de rugby à Cap-Breton et des joueurs de foot de Ligue 1 à Cap-Breton. Donc en fait, eux, les sportifs de haut niveau, ont déjà accès à toutes ces techniques. Donc c'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes qui font du yoga ou de la méditation, où il y a beaucoup de clichés autour de ça, et c'est vraiment aussi des techniques à viser performance et proprioception de notre corps déjà. Et ensuite la respiration, donc on sait tous bien respirer, sinon on serait pas en vie. Donc déjà, il faut se dire, ok, on se détend, je sais respirer. Donc ça, c'est super important. Après, il y a différents types de respiration. À chaque fois, au moment de s'endormir, quand vous êtes allongé tranquillement dans votre lit, quand on est très calme, quand on est apaisé, on va respirer en abdominal de manière assez naturelle. Donc c'est déjà important de se connecter. Qu'est-ce qui se passe quand je suis calme, quand je suis allongé? Comment mon ventre bouge? Comment mon corps bouge pour respirer quand moi je ne fais strictement rien? Et souvent juste observer et prendre conscience de ça, on fait OK.
Il y a juste à écouter ce que notre corps sait faire et après on le remettra dans d'autres situations. Quand on est stressé ou quand on va courir en trail, je sais pas, une côte, qu'on va être très essoufflé, on va être au maximum de notre, volume respiratoire peut-être. Donc là, on va venir ouvrir le thorax à l'inspiration. Donc peut-être le ventre sera plutôt rentré à l'inspiration. Mais ça, c'est une respiration haute, une respiration thoracique. Voire quand on est trop stressé, très stressé tout le temps et qu'on a un travail de bureau, on peut même respirer plus au niveau des clavicules. Donc et ça amène beaucoup de contractures au niveau des cervicales en général, des trapèzes. Mais par contre, la respiration, on va dire zen, apaisante ou qu'il faut utiliser au maximum, ça va être la respiration abdominale. Donc pour le coup, quand les poumons se vident, c'est les abdos qui vont venir se rentrer pour donner un contre-appui aux poumons pour remonter. Et à l'inspiration, les poumons se remplissent et donc là, nos poumons descendent et donc le ventre se relâche. Et si on arrive à être connecté à cette respiration, à pouvoir l'utiliser dans notre sport, on n'a presque plus besoin de faire d'abdos parce que tout le temps, nos abdos vont travailler. Et ça, c'est vrai que moi, assez jeune, c'était une interrogation. Pourquoi il y en a qui ont plein d'abdos, entre guillemets, et d'autres non, alors qu'ils font plein de sport? Et ça, je trouve que c'est assez marqué au niveau des abdominaux. Mais c'est parce que nos abdos, ça dépend beaucoup de notre posture et de notre respiration. Et la posture et la respiration, c'est quelque chose qu'on a tout au cours de notre journée. Donc ça prend une vraie importance. Donc revenir à la base, au début quand on n'est pas courbé. C'est quand on prend de l'âge, quand on vieillit, on va avoir une syphose thoracique, peut-être la tête en avant, être voûté. Mais on n'est pas comme ça. C'est parce que on n'est pas assez souvent en extension, etc. Donc vraiment, venir se reconnecter à cette respiration abdominale de base va vraiment contribuer à diminuer nos tensions au niveau thoracique et surtout à faire travailler tout le temps nos abdominaux et notre périnée du coup par la même occasion. Ça me rassure ce que tu me dis parce que moi je me suis posé exactement la même question. Pourquoi il y a les gens qui font du sport et qui ont plein d'abdos et pas moi? Mais je me suis arrêtée juste là, hein, dans la réflexion. Bah, Heu, je te rassure, moi c'est grâce à la kiné et vraiment c'est pour ça que voilà, que je suis super contente que tu aies proposé ce podcast ensemble. C'est, moi si j'avais pas été kiné, j'aurais pas eu accès à cette mine d'informations-là, concernant le sport, concernant les femmes et je suis tellement reconnaissante d'avoir eu toutes ces infos et je trouve ça tellement génial que voilà, j'essaye de diffuser, à tous ceux que ça intéresse en tout cas et voilà, en tout cas, il y a vraiment des supports si vous êtes curieux, n'hésitez pas à demander, il y a il y a des professionnels qui sont vraiment intéressés par ces thématiques et ça a le mérite, voilà, d'être diffusé, je pense vraiment, au plus grand nombre. ah oui, c'est clair, il y a plein de choses à faire, hein. Et bah, écoute, il me reste, 2-3 petites questions qui sont, pas super gaies puisque là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet qu'est-ce que je fais quand le problème est là, concrètement et qu'il est pas forcément anecdotique, on va dire? J'ai lu dans un article que j'ai trouvé sur internet qu'il y avait des moyens, voilà, pour les personnes, par exemple, qui font de la compétition et qui sont très sujettes à ça et qui n'ont pas démarré encore, on va dire, de thérapie, à ce sujet-là, qu'il y avait, des petits moyens type l'utilisation de genre de tampons. Donc j'ai vu qu'on pouvait appeler ça également des PCR, donc PE2SAIR, AIRE, pardon, et qui permettent en gros d'absorber un petit peu, si je comprends bien, ou de bloquer les petites fuites, ce qui pourrait être notamment le cas, par exemple, si je sais que je vais devoir beaucoup courir. Bon, en CrossFit, je pense que ce serait, pas forcément très utilisé, mais en gros, il y a des petits outils comme ça, qui peuvent venir éventuellement au secours des femmes dans ces cas-là. Tout à fait. Alors, déjà au niveau, c'est très intéressant, ça peut être même intéressant pour des sportifs qui font du sport à haute intensité, de les utiliser même en prévention, les PCR. En fait, les PCR, ça va venir aboucher le vagin pendant l'effort. Donc, on va avoir moins de mobilité viscérale pendant l'effort. Donc déjà, pour tous les troubles de la statique pelvienne, ça peut être utilisé en prévention. Si vous savez que vous allez devoir porter beaucoup de charges à un entraînement, que vous allez aller chercher plus haut que ce que vous faites d'habitude, que ce jour-là, vous n'allez pas pouvoir être concentré sur votre périnée ou quoi que ce soit, ce qui est tout à fait compréhensible. Ça peut être déjà intéressant de venir mettre un PCR. Il existe plusieurs types de PCR. Il y a les premiers PCR pour les femmes qui ressentent une pesanteur après l'entraînement. Simplement, il existe déjà les PCR cubes. C'est des petits cubes en silicone qu'on va venir mettre dans le vagin pendant le sport et qui vont venir
comme un petit peu une cup, venir ventousser au niveau de l'utérus, de la vessie et du rectum. Donc ça, c'est top parce qu'on peut faire des sauts même à haute fréquence, haute intensité, chargés sans avoir la mobilité ou la sensation de pesanteur dans le petit bassin. Notamment aussi parfois après les accouchements, ça peut être super intéressant pour toutes celles qui ont besoin de reprendre le sport peut-être plus rapidement que la récupération. Il faut vraiment normalement récupérer parce que c'est très important et augmenter progressivement le sport. Mais si vous sentez qu'il y a une pesanteur et que vous allez quand même à l'entraînement, c'est vraiment intéressant de mettre un PCR, il ne faut pas hésiter. L'avantage du PCR par rapport au tampon, c'est que c'est en silicone. Vous allez pouvoir le laver après chaque entraînement, le remettre au suivant. Et le tampon, en fait, quand on n'a pas les règles, c'est trop sec, ça va venir irriter la muqueuse vaginale. Donc le PCR est vraiment plus intéressant. Après, il y a d'autres dispositifs, donc les Diven, c'est comme des petits tampons qui sont théoriquement à usage unique et qui viennent s'ouvrir dans le vagin pour bloquer juste l'urètre. Donc ça va être plus petit qu'un PCR cube, mais ça va venir donner un contre-appui à l'urètre. Du coup, pendant l'effort, on va pas pouvoir avoir de fuite urinaire d'effort. Mais ça va fonctionner donc pour les femmes qui sont gênées juste par les fuites à l'effort, qui n'ont pas de sensation ou beaucoup moins en tout cas, mais qu'on pas, sinon ça va pas tenir de pesanteur. Mmh. OK. J'ai entendu parler également d'une technique, qui s'appelle le stop, pipi. Alors je sais pas si ça s'appelle, s'il y a un nom scientifique un petit peu plus élaboré que ça. En gros là, c'est de la rétention d'urine quoi, tout simplement. Par contre, certains le recommandent et j'ai vu qu'à l'inverse d'autres, du corps médical notamment, avaient dit que c'était pas du tout une bonne idée. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on garde? Exactement. Alors, le stop pipi, on l'appelle comme ça même dans le domaine médical, si jamais. Et le stop pipi, il faut pas, de manière générale, surtout pas l'utiliser. Parce que la miction, c'est un réflexe. C'est un réflexe qui marche super bien quand ça fonctionne, la continence. Donc le fait de quand je m'assois sur les toilettes, ok, je peux déclencher ma miction. Et en dehors du temps, quand j'ai pas envie de faire pipi, je peux rester continente et ne pas avoir de miction. Donc ça, c'est comme un cadeau, ça marche super bien. C'est très difficile à comprendre au niveau scientifique, physiologique. Donc quand ça fonctionne, il faut le préserver. Il faut écouter son corps, respecter ses envies, aller aux toilettes uniquement quand on en ressent le besoin et l'envie, ne pas aller aux toilettes par précaution et ne pas faire de stop pipi. Parce que sinon, on va perturber ce réflexe. On va venir pousser sur la vessie pour déclencher l'émiction. Ou au contraire, venir en pleine miction arrêter une miction réflexe. Donc là, c'est vraiment quelque chose à éviter. Ça pourrait être utilisé pour des personnes qui ne sont pas du tout sûres de contracter leur périnée, que c'est le bon muscle. Donc pourquoi pas juste une fois vérifier, je fais pipi, je viens stopper une fois, puis je relâche pour vérifier que c'est mon périnée. Mais bon, autant prendre un miroir, regarder son périnée, venir le toucher, c'est ok. Après, ça peut être fait une fois à visée entre guillemets diagnostic quoi, pour être sûr que c'est le périnée, mais c'est tout. Jamais plus qu'une fois. D'accord. Bon, bah, c'est très clair. Il faut pas le faire, on oublie, mauvaise C'est ça. idée. Ça peut être pratique juste une fois pour être sûr que c'est le périnée, mais on oublie en dehors. Ça marche. Et donc dans les cas les plus avancés, est-ce qu'il existe des solutions, médicales qui soient, donc pas juste, effectivement des protocoles d'exercice, mais qui soient peut-être, un peu plus chirurgicales? Et en gros, en quoi ça consiste? Ok. Alors bien sûr qu'il existe des solutions chirurgicales. Il existe plusieurs chirurgies, donc ça dépend déjà du symptôme. Souvent pour les incontinences urinaires d'effort, donc comme on a vu, c'est une mobilité un peu importante du col de la vessie au niveau de l'urètre. Et donc en fait, comme cet urètre il est trop mobile, et ben ça revient un peu comme si on avait un tuyau d'arrosage, et qu'on venait l'écraser sur un sol mou. Et ben en fait, on va pas venir bloquer le tuyau d'arrosage. Alors que quand on vient écraser un tuyau d'arrosage sur un sol dur, il va venir vraiment se fermer. Et bah, du coup, dans ces cas-là, on vient mettre une bandelette derrière le col de l'urètre pour venir donner un soutien à l'urètre. Donc ça, c'est une opération, la pose de bandelette, qui est l'opération la plus fréquente au niveau de l'incontinence urinaire d'effort. Après, au niveau des prolapsus, des descentes d'organes, au niveau des organes qui sont atteints, au niveau des symptômes, on va avoir plusieurs
plusieurs possibilités chirurgicales, mais ça va être vraiment là pour le coup, après une analyse, il en existe plusieurs et en fonction de vos symptômes. Et il y a beaucoup d'examens qui existent, qui sont pas toujours les plus agréables, mais on peut venir des fois remplir la vessie pour comprendre, qu'est-ce qui se passe, donc avec de l'eau pour étudier, les contractions au niveau de la vessie. On peut venir faire même des IRM, au niveau des selles pour les incontinences. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'examens qui sont pas des plus agréables, mais en tout cas la technique et l'expertise médicale s'est vraiment bien développée, concernant ces pathologies. OK, super, bah, merci beaucoup. Du coup, pour résumer, pour aller à l'essentiel, pour celles peut-être qui écoutaient l'épisode, parce qu'elles sont, voilà, atteintes de ce genre de petits désagréments, même si c'est très ponctuel. En gros, à partir de quel moment, je dois estimer qu'il est bon de consulter? Dès qu'il y Ou a qu'il un faut symptôme. Honnêtement, on a cette chance en France que c'est une prise en charge et qui peut être faite et qui est accessible à tout le monde. Donc je pense que plus tôt on est éduqué, si on a des symptômes, mieux ce sera. Parce que tant qu'on n'a pas eu de traumatisme au niveau du périnée, supposons un accouchement qui peut mal se passer, si seulement des fois on avait pu voir les femmes avant, souvent on l'apprend qu'il y avait déjà de l'incontinence urinaire d'effort avant, et si on avait pu éveiller au périnée quand le fonctionnement était peut-être plus facile, bah, c'est vraiment toujours ça de gagner, surtout pour celles qui font beaucoup de sport, même pour l'accouchement. Vous avez aussi un petit peu discuté de ça dans le podcast précédent et c'est super. Et pour les sportifs, vous êtes tellement en connexion avec votre corps pour pouvoir se sentir même actrice d'un accouchement, actrice d'une grossesse, parce que la grossesse, ça doit être un événement, si ça peut, alors c'est vraiment pas toujours parfait, c'est pas toujours simple à vivre, ça c'est ok, mais si vous pouvez vous sentir actrice de votre corps et encore en pleine possession, en puissance de votre corps, et ben vraiment n'hésitez pas à les consulter déjà à ce moment-là pour vous faire accompagner, et même le sport enceinte pour vous faire accompagner par des coachs spécialisés, par des thérapeutes médicales qui comprennent ces problématiques. Il faut pas hésiter. Et au niveau de la continence, dans les premiers symptômes, il faut consulter. Une incontinence n'est pas normale. La rééducation n'est pas magique, ok, ça va pas marcher à chaque fois, tout comme la chirurgie, comme tout. Mais en tout cas, ça a le mérite d'essayer. Et plus tôt on est sensibilisé, plus on va pouvoir être acteur de ça et plus notre qualité de vie, elle sera augmentée par rapport aux symptômes qui peuvent vite prendre beaucoup de place au niveau de l'estime de soi. Il y a beaucoup de femmes qui arrêtent le sport à cause de l'incontinence urinaire d'effort. Et ça, c'est pas normal. C'est dommage, ouais, c'est Mm. clair que c'est dommage. Tu parlais justement effectivement du podcast qu'on avait eu avec Lily. Du coup, je rebondis là-dessus. Quel est ton avis? Alors, je crois que la question, c'était est-ce qu'avoir un périnée tonique, entre guillemets, bien entraîné, en bonne santé, on va dire, hein, pour généraliser, est-ce que ça peut m'aider à bien accoucher par voie basse? Alors, un périnée tonique en bonne santé, ça peut aider à bien accoucher par voie basse. Parce qu'en fait, la tête du bébé, pour tourner pendant l'accouchement, elle va avoir besoin d'un contre-appui périnéal. Et si le périnée est trop, n'a pas assez de force, de puissance pour donner ce contre-appui-là, ça peut ralentir une partie de l'accouchement. Autant un périnée aussi de sportif, on peut imaginer. Là-dessus, on n'a pas, on a cru pendant de nombreuses années que le périnée des sportifs était peut-être trop tonique. Mais déjà, ça veut pas dire grand-chose, trop tonique. On parle comme les autres muscles du corps, en force, en raideur musculaire. Et en tout cas, peut-être que certaines sportives ont du mal à sentir aussi le relâchement périnéal et vont s'opposer à ce relâchement. Et venir, pendant l'accouchement, en tout cas, il faut éviter de résister à cette ouverture. Donc peut-être un travail en ressenti de l'ouverture, du relâchement périnéal va être important pour les sportives, pour l'accouchement. Mais là-dessus, au niveau des statistiques, on n'a pas prouvé que chez les sportives, ça accélérerait ou ça ralentirait un accouchement. Oui, oui, parce que moi j'avais aussi beaucoup entendu, alors c'est peut-être une légende urbaine, hein, mais qu'à l'inverse, quand on est très sportive et d'autant plus sur des sports, tu vois, type l'haltéro, où on a un périnée, voilà, qui peut sembler peut-être très, enfin, hypertonique dans un sens, qu'on était un petit peu parti automatiquement, enfin, pour partir sur une césarienne, quoi. Alors c'est un peu effrayant. Après, je sais pas si ça repose concrètement, tu vois, sur des preuves, sur des statistiques, etc. Mais bon, c'est fou de se dire dès le début, bon, c'est déjà enfin, c'est déjà un peu joué, quoi.
Ouais, alors non, ça vraiment pas du tout. Vraiment, c'est pas joué. Déjà l'accouchement, c'est jamais joué du jour au lendemain. C'est comme le sport, hein, c'est comme une compète. On peut être prêt, archi prêt, et ça va mal se passer. Et on peut être des fois un petit peu moins entraîné et ça va bien se passer. C'est que vraiment comme le sport par rapport à ça, il faut accepter qu'on n'est pas maître forcément à part entière, en tout cas, de la destinée finale. Mais par contre, quand on est prêt, on va se sentir acteur. On aura fait tout le chemin pour être préparé et on n'aura jamais aucun regret parce qu'on aura été acteur de la compète. On se sera vraiment préparé à cet événement et ça nous aura appris tellement qu'on n'aura pas de regrets. Donc toujours, tout est possible et il faut toujours se préparer et ça les sportifs le savent très bien. Donc en général, ils sont excellents là-dedans au niveau du mental à l'événement de la meilleure façon qu'il soit. Et après, il y a une part qu'on maîtrise pas, mais ça, il faut l'accepter, c'est OK, c'est comme ça. Et les sportives, on a cette chance-là d'avoir une proprioception, un schéma moteur qui est hyper développé. Donc ça, les femmes, faut s'en faire une puissance énorme pour l'accouchement. Pour moi, c'est le plus beau symbole, de ce qui est capable de faire le corps humain. C'est un exploit sportif, à part entière. Et voilà, les sportifs, go, 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 ayez archi confiance. Vous allez apprendre hyper vite à sentir ces choses-là parce que vous êtes connecté à votre corps. Donc ça va rouler, vraiment. Il y a pas de raison que ça roule pas. Et au niveau scientifique, en tout cas, il y a aucune raison que ça ne roule pas. Après, il y a des accouchements qui se passent pas comme prévu. Il faut aussi se préparer à que ça se passe mal, comme une compétition, pour pas après que ce soit trop difficile de remonter. Mais c'est pas une raison pour ne pas se préparer et ça veut pas dire que ça va mal se passer, loin de là. Bon, bah, écoute, super. C'est très clair et très rassurant. Comme tu disais tout à l'heure, c'est des sujets un peu sensibles, donc j'espère qu'on aura pu apporter un maximum d'informations, rassurer, puis peut-être démocratiser juste un petit peu le sujet pour que les femmes qui oseraient pas forcément agir en conséquence, voilà, elles n'hésitent pas à aller chez leur médecin, à demander une prescription, puis ensuite se rapprocher d'un cabinet kiné et pouvoir travailler là-dessus pour améliorer leur rythme de vie et avoir un bien-être un petit peu plus sympa, quoi. Tout à fait. Et au niveau des coachs aussi, je veux juste revenir à ça. Il faut pas hésiter, pareil, en tant que coach, à venir communiquer avec les professionnels là-dessus ou à vous former. Il y a des associations aussi en France, il y a Sport et spécificité féminine qui forment les coachs. Et plus on sera tous au courant de tout ça, plus justement les symptômes pourront être abordés aussi à l'entraînement sans complexe, juste pour pouvoir adapter et que ce soit un paramètre à prendre en compte dans la progression de l'entraînement et plus ce sera top. Donc faut vraiment pas hésiter à venir nous contacter nous on est ravis d'échanger là-dessus. Notre travail, il est beaucoup plus intéressant quand on échange avec tous les professionnels, les coachs y compris. Donc faut vraiment pas hésiter, à venir vous former et j'aimerais rajouter une autre petite chose aussi pour celles qui font du crossfit en prévention. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais souvent on parle de charge dans le crossfit et on peut aussi au niveau périnéal, pourquoi pas, chez des jeunes qui n'ont pas eu d'enfants, par exemple, ou des femmes qui ont déjà accouché, mais se sensibiliser un petit peu à leur périnée. Il existe les boules de Gaïcha ou des œufs de Yoni. Donc les œufs de Yoni, c'est des petites pierres en quartz rose. Et sinon, les boules de Gaïcha, bah, c'est deux petites boules qui pèsent plus ou moins lourd en fonction. Et il y a aussi des petits cônes de rééducation. Donc c'est comme des petits poids qu'on vient mettre au niveau vaginal et on peut réaliser nos contractions contre, entre guillemets, «pesanteur» et ça peut être, une première manière d'aborder son périnée. Donc c'est réducteur, hein, il y a pas que ça dans la prise en charge du périnée, mais ça peut être une belle façon par exemple, de se connecter déjà à cette zone et de s'entraîner et peut-être motivant d'avoir ce feedback-là, voilà. Non, exactement. Bah, puis en plus, c'est rigolo parce que, tu vois, moi, je trouve que, peu et encore une fois, probablement à tort et voilà, mais quand on pense, boule de geisha, ça fait très sextoy. Tu vois? Tu te dis pas que ça peut avoir une visée, médicale et que ça peut t'aider justement à soit à régler certains problèmes, soit à faire de la prévention. Enfin, c'est tout de suite un petit peu, dans le domaine de l'intime, et par exemple, on sait aussi que les sextoys, c'est pas forcément, entre guillemets «bien perçu», quoi. C'est pas encore, répandu donc bon, c'est passer le pas, je pense que c'est pas évident, quoi. Tout à fait et pourtant, bah, voilà, encore une fois, plus on sera connecté à notre périnée, plus on sait comment il fonctionne,
plus ça nous apporte, je pense, en tout cas, que ce soit dans la vie sexuelle, dans l'épanouissement personnel, dans la gestion des petites dysfonctions au niveau pelvienne. Et les sextoys aussi, on peut en parler, mais c'est des muscles qui sont très réactifs aux vibrations, le périnée. Donc que ce soit les rapports sexuels, donc avoir une sexualité épanouie et on prend du plaisir. Donc le plaisir féminin est hyper important pour qu'aussi le périnée vive et qu'on ait une image positive de cette zone. Je pense qu'aussi la problématique, elle est là, le ventre ou le périnée au niveau des femmes, donc même le vagin. On n'a pas toujours une image positive. On est très dur avec nous-mêmes, que ce soit avec le ventre, que ce soit avec le périnée. Et l'idée, c'est vraiment de redonner une belle image à cette zone du corps et pour qu'elle soit belle, pour que notre cerveau l'aime, pour qu'elle soit activée toute la journée ou qu'elle bouge ou qu'elle vive et qu'on ait vraiment des émotions positives au niveau du petit bassin du ventre. Et ça, c'est un des premiers messages. Et plus je pense qu'on aime cette zone, plus on aime notre ventre, plus on aime notre corps, plus on le connaît, plus il va être sensible, plus il va être fin, plus il va pouvoir être performant aussi dans le contexte du sport. Et plus c'est génial, quoi. En tout cas, essayez de ne pas rejeter. Et si c'est trop dur, faites-vous accompagner. Mais ou si vous avez vécu quelconque traumatisme, mais que ce soit une zone qui fasse partie intégralement de votre corps, quoi. Bah, écoute, c'est super. Ça clôture, parfaitement, parfaitement cette intervention. Et je te remercie d'être venu parler de tout ça. Je mettrai également, donc tes références et des liens de contact éventuels si des gens, voilà, sont un petit peu gênés et ils souhaitent entrer en contact directement avec toi pour poser des questions peut-être un peu plus spécifiques ou dans leur cas personnel. Tu m'avais parlé également d'une structure, il me semble? Tout à fait, c'était l'association Sport SF qui a fait un gros travail depuis 5 ans pour développer des formations de qualité, pour former les coachs sportives et aussi pour prévoir des consultations pour les sportives de haut niveau spécifiques au sport. Donc il y a aussi des haltérophiles, il y a des athlètes de sport co, d'athlétisme, vraiment tout type de sport. C'est avec des thérapeutes hyper spécialisés qui sont au fait, parce que malheureusement aussi, les thérapeutes, on n'est pas parfait, hein, il faut vraiment tous qu'on s'améliore, mais tout le temps. Mais tout le monde n'est pas au fait des contraintes du sport. Tout le monde n'est pas au fait de cette question. Pendant longtemps, on a aussi dit qu'il fallait peut-être pas faire de sport, que c'était mauvais pour le périnée, ce qui était très très réducteur. On sait maintenant, même pour les douleurs de dos, que le sport est essentiel dans la rémission des pathologies. Mais tout le monde n'intègre pas encore complètement cette vision des choses. Donc n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, en tout cas qui sera à votre écoute par rapport à ce sujet. Et si vous avez besoin, Sport SF aussi développe vraiment des consultations de qualité. Donc n'hésitez pas à les contacter et aller voir Mmh. leur page. Ils ont un site web qui est très bien fait. Pour les PCR, c'est My Little PCR. Donc Sport SF, la page Sport SF. Voilà. OK. Bon, bah, merci beaucoup. Merci encore, c'était vraiment chouette. Trop top. Merci à toi, Cyrielle. Vraiment, c'est super ce que tu fais. Parler du sport féminin, il y en a tellement besoin et tes podcasts sont super. Donc, je te souhaite très, très belle continuation dans cette voie. C'est top. Et j'écouterai les prochains podcasts avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir, ça fait toujours très plaisir. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.